Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Vas-y, raconte-nous tout, on veut savoir. Eh ben bonjour à tous, bonjour Kira. Grosse semaine, mais de travail, j'ai pas beaucoup joué, mais comme j'ai pas mal bougé, ma nouvelle Switch OLED que j'adore m'a pas mal suivi. Donc j'ai continué à jouer à Mario et Lapin Crétin, Sparks of Hope, dont je vais parler un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai craqué, j'ai acheté Doom 2, Duke Nukem 3D sur Switch et l'émulation, enfin le portage est vraiment excellent, ça tourne vraiment très bien. Et sinon, là j'attends mon épisode de l'Attaque des Titans qui doit reprendre normalement aujourd'hui, vendredi, mais il y a toujours rien. Donc j'attends après Crunchyroll. Ah, peut-être ce soir. Bah ouais, peut-être. Moi, j'ai pas beaucoup joué par contre cette semaine. J'ai fait quand même du Atomic Hearts pour continuer ma session de jeu. Je continue à faire du Marvel Snap un petit peu tous les jours. Mais par contre, je suis allé voir Babylone au cinéma dimanche dernier, qui est juste fantastique. Vraiment, j'ai pris une claque. En tant que cinéphile, ce film m'a touché vraiment beaucoup. Ah oui. Et je te le recommande fortement. Hein. C'est vraiment incroyable. Ouais, j'ai très envie de le voir. Après, il est plutôt en fin de diffusion, là, je crois, donc il faut réussir à le choper. Mais... Oui, il est en fin de vie, il faut que tu arrives à le trouver, surtout dans les petits cinémas. J'écoute la BO en boucle, la BO est vraiment, vraiment ouf, et c'était vraiment cool. Ça donne envie. Nouvelle émission, vas-y, qu'est-ce qu'on a concocté de beau pour cette émission, vas-y, explique-nous tout. On va parler d'Ubisoft avec Assassin's Creed et justement Mario et les Lapins Crétins qui fait un petit peu parler de lui. On va parler de Pokémon, il y a eu un petit événement à la Nintendo Direct, Pokémon présent. On va enchaîner sur du Elden Ring et du GTA. Le test de la semaine, c'est moi qui m'y colle et c'est Final Fantasy, le jeu de rythme. Donc Thearism Finer Barline, un nom à rallonge. La vache, t'en es bien sorti. Et tu vas nous faire un petit sujet, hors sujet, South Park, post-Covid, le retour du Covid. Je crois que c'est comme ça le titre de ce film. C'est exactement ça, tout à fait. Bon, beau programme, on attaque. Générique. Assassin's Creed, 4 nouveaux jeux programmés. Donc Tom Anderson, donc le fameux, on a déjà cité cette source plusieurs fois, donc de Insider Gaming, révèle en effet que 4 nouveaux jeux non annoncés seraient actuellement en développement. Donc on apprend ainsi que Ubisoft Sofia plancherait sur Assassin's Creed Nebula, qui regrouperait 3 maps différentes, donc l'une en Inde, l'autre en plein cœur de l'Empire aztèque et le dernier en Méditerranée. Un second jeu de Ubisoft Chengdu qui travaillerait actuellement lui sur Assassin's Creed Red, donc un free-to-play coopératif réunissant 4 joueurs qui contiendrait quelques zones de PvE, un peu à la manière d'un Division. Okay, ouais. Selon les autres sources de l'Insider, il mettrait en scène aussi les personnages clés de tous les univers de la saga, donc ça doit être le fameux jeu qui se passe avec un espèce de hub par les moments pour tous les regrouper. Tu en avais parlé une fois. Je pense que ça doit être lié à ça. Ensuite, Ubisoft Annecy étudierait quant à lui un certain Project Echos, décrit comme un titre multijoueur utilisant la technologie Ubisoft Scalar, qui s'appuierait sur le cloud gaming, donc à voir. Et enfin, ils ont annoncé aussi, ils annonceraient la suite d'Assassin's Creed Nexus, qui serait déjà en phase de préparation, alors même que le premier volet n'est pas sorti. Assassin's Creed Nexus, en fait, c'est un jeu VR qui est prévu pour le PlayStation VR 2 et Oculus Quest, je crois, de mémoire. D'accord. Donc là, nous sommes quand même sur un total de 10 jeux Assassin's Creed en 10 ans, peut-être un peu moins. De mon côté, ça me paraît quand même très excessif. Ouais, c'est vrai que... Tu vois, moi, par exemple, j'adore les fraises. Si je mange 2 bassines de fraises, j'ai la chiasse. C'est naturel. Là, j'ai l'impression que ça va faire un petit peu pareil avec Assassin's Creed, un peu comme Star Wars. Donc. Mais il devait pas justement réduire la cadence. Après, je me dis, c'est plutôt varié. T'as parlé des Aztèques, le thème donne envie. Ça me fait de bien. Mais je croyais qu'il devait réduire un peu la cadence de la sortie des jeux Assassin's Creed, où j'ai rêvé. Le truc, c'est qu'ils étaient passés à 2 ans pour la sortie entre Origin Odyssey et Valhalla.
Là, j'ai l'impression qu'ils veulent repartir sur une cadence annuelle. Après, c'est vrai qu'avec tous les problèmes que rencontre actuellement Ubisoft, la licence Assassin's Creed étant leur plus populaire, c'est peut-être une façon pour eux de réenchaîner un petit peu la cash machine, quoi. Après, ça me paraît beaucoup et j'ai peur quand même qu'ils lassent le public. Après, c'est vrai qu'il y a une très grosse fanbase d'Assassin's Creed. D'ailleurs, je salue plusieurs personnes du groupe Assassin's Creed Addict sur Facebook et Twitter qui sont très, très actifs et passionnés. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu... Ça risque d'être beaucoup. Ouais, beaucoup trop l'overdose à craindre. Voilà, ça me fait un peu peur. Enchaînons sur le Pokémon Presents, donc c'était un événement, comme je le dis, à la Nintendo Direct. Donc déjà j'étais assez étonné, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est le premier que je regarde. Et il était à l'occasion... C'était le 27 février, c'était à l'occasion du coup de la sortie historique des premiers jeux au Japon qui était le 27 février et on a appris pas mal de choses, donc il y a eu un certain nombre d'annonces, je vais les énumérer comme ça les unes après les autres, mais la plus grosse annonce, je les ai un petit peu hiérarchisées, c'est le DLC de Pokémon Écarlate et Violet, donc les derniers en date, où il y a une nouvelle zone de jeu qui va être ouverte, des nouveaux Pokémon Paradox, donc c'est des versions un petit peu design retravaillé de certains Pokémon dont Suicune et Viridium. D'ailleurs Suicune qui est nouveau skin. Un chien un peu légendaire magnifique, là ils l'ont retravaillé en mode un peu dinosaure et le jour de la présentation ça avait fait un peu le buzz sur Twitter parce que franchement il est pas très très beau. Okay. Mais en tout cas, ils ont annoncé du contenu et des DLC aussi qui vont arriver cet automne et cet hiver, donc qui s'appelleront le trésor enfoui de la zone 0. Donc on n'en sait encore pas grand chose, c'est assez mystérieux, mais ils ont annoncé les DLC futurs qui arriveront cette année, donc ils vont continuer à enrichir ce jeu. En plus, ils proposent des bonus de précommande avec un Pokémon, des tenues spéciales. Ce Pokémon Écarlate Violet qui commence ça te fait une belle réputation malgré le démarrage un peu chaotique, continue à être alimenté. Surtout qu'ils en ont vendu des wagons. Ils en ont vendu des wagons et ça nous avait étonné parce que tu sais, il y avait tous les bugs, les vidéos qui tournaient de bad buzz, etc. Ce jeu était complètement cassé au début. Et malgré ça, ils en ont vendu des caisses. C'est prévu pour la fin de l'année, c'est ça ? Alors oui, ça va être des DLC un petit peu tout au long de l'année. Ah ok, d'accord, oui, ils font un système de un peu de season pass sur toute l'année, quoi. D'accord. C'est vrai que Nintendo a bien pris le pli quand même du contenu additionnel. On en parlait la semaine dernière, mais là on le sent bien quand même. Abusé. Franchement, ils en font des caisses en contenu additionnel pour toute leur on a parlé de Fire Emblem, enfin, vraiment ils en font des caisses. Et donc pour continuer, on va manger du Pokémon cette année avec Pokémon Sleep, donc c'est pas un sous-vêtement, c'est Sleep pour dormir. Donc c'est une application, tu la lances avant de dormir et elle va analyser ton sommeil. Tu poses ton téléphone pas loin de toi et il va analyser ton sommeil et pendant le sommeil ça va faire venir des Pokémon et quand tu te lèves le matin, t'allumes ton appli et tu regardes un petit peu qui a rejoint ton petit biome, c'est un petit espace où t'as des Pokémon qui te rejoignent pour dormir. Ok. Bon, typiquement japonais. Voilà, c'est complètement perché, mais ce sera évidemment Day One sur mon téléphone. Je te jure. Ensuite, ils ont parlé de leur championnat du monde 2023. Donc, je suis pas très calé en e-sport sur Pokémon, mais il y a évidemment tout ce qui est au-delà de l'e-sport, mais les jeux de cartes, les tournois. Il y a Pokémon Unit qu'ils ont mis en e-sport. Et d'ailleurs, ils ont présenté un nouveau Pokémon dans Pokémon Unit. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le MOBA à la League of Legends ou à Dota. Ils avaient sorti un Pokémon comme ça, qui était vraiment pas mal. J'ai beaucoup joué jusqu'à arriver en Master où j'avais stoppé, c'était mon objectif. Et ils sortent Zacian, un Pokémon légendaire d'épée et bouclier. Donc petite annonce sympa. Ouais, franchement sympa. Oui, c'est clair, ça fait un petit suivi et tout. Une autre annonce qui va te faire plaisir. Kira, toi qui es un grand cinéphile, ils vont sortir une série animée sur Netflix en stop motion. Ouais, j'ai vu la première image aujourd'hui, donc c'est sympa que t'en parles parce que j'ai trouvé ça super beau. Ouais, on en a vu très peu à part un petit Psycho-Quack qui marche dans le sable. Et la stop motion, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs qui connaissent un petit peu moins ? Alors la stop motion, c'est un procédé d'animation que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement en fait. C'est en gros de la prise de photos. En gros, on fait les images par image, les photos pour faire avancer son personnage. Bon, je suis un peu confus, mais pour
pour faire avancer son personnage, ce qui permet d'avoir une image en mouvement en fait. Mais en fait tout ça c'est généré par des photos. Donc ça donne un petit côté un petit peu saccadé à l'ensemble. Et les plus grands représentants, on va avoir l'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple, Coraline, James et la pêche géante, Pinocchio, qui sont le dernier Pinocchio de Del Toro aussi, tout à fait, qui a pour le coup est un bijou d'animation en stop motion. Et c'est vrai que ça donne un charme, c'est palpable en fait. C'est pas comme dans l'image de synthèse où c'est très très fluide. Là, le fait d'avoir de la saccade, on a vraiment l'impression qu'on peut les toucher en fait. Et c'est vrai que je suis très très fan. Et donc c'est un peu, tu sais, comme dans notre enfance, les gros carnets où il y a plein d'images et tu les déroules comme ça avec le doigt et ça fait une petite animation. C'est un peu dans le délire. Donc ça s'appelle un hôtel Pokémon. Je crois que c'est Pokémon et la réceptionniste, ou je sais plus. Enfin bref, ça va se passer dans un hôtel où il me semble les pensionnaires seront des Pokémon. Donc à voir, ça paraît être tout kawaii, tout mignon. Mais je suis très 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 enthousiaste et on en fera, je pense, un sujet hors sujet. Toujours pas d'annonce pour Détective Pikachu 2 ? Eh non, toujours pas. On l'attend. Oh là là, je suis en deuil. J'ai envie de le voir. Meilleure adaptation de jeux vidéo. Je suis d'accord. Ça, c'est grâce à Pikachu, sinon ça serait pas pareil. Sans Pikachu, c'est vrai qu'un film sur Pikachu, ce serait moins bien. Et donc pour terminer ce Pokémon Present, on a eu le droit à ils ont parlé un petit peu du jeu de cartes, donc pareil, je vais essayer de l'avoir, mais ils vont sortir un set classique premium où on aura les premiers decks emblématiques qui vont être réédités, donc je pense que ça va s'arracher comme des petits pains, mais je vais tenter. Ouais, je pense que ça va être vénère. Je vais encore passer des nuits à faire F4 sur une page web jusqu'à réussir à passer une commande. Et les news un peu plus anecdotiques, il y a eu des nouveaux Pokémon pour le jeu Pokémon Café Remix, qui est une sorte de Candy Crush sur Pokémon, très 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 joli en mode dessin et tout. C'est sur tous les smartphones, c'est vraiment vraiment pas mal en free to play. Du contenu pour Pokémon Master, Pokémon Home aussi qui s'ouvre à la dernière génération de Pokémon Écarlate et Violet, et enfin un nouvel accessoire qui est le Pokémon Go++, je crois. Et en vrai, c'est pas une vanne, je crois qu'il s'appelle vraiment ++. À revérifier aussi, parce que j'ai pas tout retenu. ça te permet de jouer à Pokémon Go sans lancer l'application. Donc évidemment, pareil, je l'achèterai, je vais m'en servir 5 minutes et ça finira certainement dans ma vitrine. Mais voilà, ça m'a donné envie. Et on pourra même l'utiliser avec le Pokémon Sleep, du coup, l'application pour dormir, où t'actives ce petit Pokémon Go++ là, et tu le mets sous ton oreiller et il analysera ton sommeil. D'accord, bah dis donc, chez Nintendo, on va dire que Pokémon, ça y va. Quoi. Ça y va, mais t'as vu, c'était varié, intéressant, format 20 minutes. Cool. Il y a tout, il y a du goodies, il y a du jeu, de l'extension, c'est cool quoi, c'est ce qu'on demande à un univers pour qu'il puisse vivre sereinement. Surtout un univers comme Pokémon que voilà, on affectionne, qui fait partie de notre enfance et de notre nostalgie et qui dure sur des générations. Donc en tout cas, ça confirme le format. Tu vois, ils sortent une petite émission comme ça sur internet, 20 minutes, dynamique et tout, sympa. Enfin voilà, j'ai apprécié. Ouais, carrément, c'est cool, ouais. Elden Ring, l'officialisation du DLC. Donc pour fêter le premier anniversaire de Elden Ring, le studio From Software a annoncé ce mardi qu'un DLC est en développement. Il s'intitule L'ombre de l'arbre monde. Bon, Elden Ring, c'est pas moins de 20 millions d'exemplaires vendus, le titre de jeu de l'année au Game Awards, il n'y a aucune date pour le moment, donc c'est vraiment une petite news juste pour le citer, parce que moi j'attends beaucoup ce DLC, et je suis content qu'ils en aient parlé justement pour l'anniversaire. Donc je pense que comme moi, tu dois être hypé. Complètement hypé. Donc on n'a pas de date de sortie comme tu dis. On peut imaginer ensemble une petite fenêtre parce que une news dans la news, tu sais, ils avaient annoncé au Game Awards Armored Core 6, le jeu de mecha. Oui, que tu attends édité beaucoup. par From Software, que j'attends vraiment énormément. Et il sortirait peut-être septembre. Donc je crois que ce DLC d'Elden Ring devrait arriver un petit peu après. Donc si ça se trouve, on est sur du vraiment fin d'année, octobre, novembre, décembre, à confirmer. Mais c'est des pistes en tout cas qui se disent sur internet et que j'ai trouvé plutôt cohérentes. Après, c'est sur Dark Souls 3 qu'il y avait des DLC également. Oui. De mémoire. Alors moi je les ai pas fait, toi est-ce que tu les as fait, tu en avais pensé quoi à l'époque? Est-ce que généralement quand From Software sort des DLC c'est quali ou est-ce que c'est un peu la seconde zone du jeu quoi? Très bonne question. Écoute, tu me lances. Donc il y a 2 DLC sur Dark Souls 3. Il y avait un DLC aussi sur Dark Souls 1. Il y en a à peu près sur chaque Dark Souls et sur chaque From Software, sauf Sekiro à mon sens qui n'en a pas. Ils ont l'habitude de faire des DLC très quali, dont le tout premier Dark Souls avec Astoria qui était absolument génial. Ça rajoute généralement une dizaine d'heures de jeu.
avec des nouvelles zones. Et il y a des particularités sur les DLC, donc c'est pour ça que tu poses une très bonne question. C'est que généralement, From Software fait pas des DLC qui se passent après le jeu. C'est plutôt des DLC qui s'intègrent à l'intérieur du jeu où tu vas avoir des nouvelles zones qui se débloquent sur ta partie. Donc tu pourras certainement garder ton perso et tu auras une nouvelle zone. Très grande chance qu'on ait un nouveau monde. Et quand ils ont teasé le DLC d'Elden Ring, on a vu 15 screens. Et sur ce screen, on reconnaît le personnage de Miquella, donc qui est, je sais pas si tu vois, c'est le demi-frère de Malenia, le boss un peu vénère avec son épée et tout. Ouais. Et c'est un personnage qui appartient au passé. Donc ça nous donne, en plus tu vois, on voit l'arbre monde où il n'y a pas la cité autour. Donc il y a des chances que ce soit un DLC exactement, avec de la temporalité, plutôt dans le passé. Ça correspond avec ce qu'on a l'habitude de From Software. Revenir un peu dans le passé, c'était le cas avec Astoria de Dark Souls 1. Donc voilà, moi je mise, juste en me faisant, tu vois, en regardant le screen, du passé, de la nouvelle zone, et qui nous permettront peut-être d'arpenter le monde, mais sur une autre temporalité. Intéressant en tout cas, ça fait envie. Ça fait envie. Donc pour continuer, Mario et les lapins crétins, Spark of Hope. Donc je suis en train de faire le jeu. Donc je vais pas trop en dire pour pas... J'en ferai une chronique une prochaine fois, mais en tout cas, Ubisoft a annoncé via le Season Pass 3 DLC. Donc, pareil, un jeu qu'on alimente, plutôt pas mal. Donc je rappelle, ce jeu c'est un tactical dans l'univers de Mario et Lapin Crétin qui est sorti en fin d'année dernière. C'est une exclusivité Switch. Et pour la petite anecdote, en travaillant cette news, j'ai vu qu'il a remporté le meilleur prix du jeu familial au DICE Awards 2023. Donc un jeu excellent. Plutôt quali. Ouais, j'ai pas vu passer la news. Moi non plus, je suis passé complètement à côté de cette cérémonie même. Je crois que il y a très peu de jours les annonces, et je tombais dessus par hasard, donc je trouvais ça sympa. C'est une news très rapide. 3 DLC annoncés. Le premier DLC, il est tombé là, le 2 mars 2023. En même temps qu'une démo du jeu. Donc une démo est accessible sur Switch et je pense que ça peut aider à faire découvrir le jeu et à booster un petit peu les ventes. Donc la démo elle dure 2-3 heures, on est sur le premier monde et le DLC s'appelle la Tour Maudite et qui rajoute des petits aspects roguelike. Donc on va avoir des vagues d'ennemis dans des niveaux visiblement générés aléatoirement. Donc j'ai pas encore du tout touché au jeu, à cette extension, ce DLC. Je sais juste qu'il y a un personnage qu'on retrouve dans le jeu qui est une sorte de diseuse de bonne aventure qui nous envoie dans des mondes un peu alternatifs où la difficulté est plus élevée. Donc je me dis que c'est plutôt un DLC late game pour ceux qui ont déjà fini le jeu et qui veulent avoir, tu vois, un petit peu de contenu un peu plus difficile une fois qu'ils ont fini leur partie. Ils ont annoncé 2 autres DLC, le DLC 2, donc je sais pas grand chose, je me suis pas beaucoup renseigné parce que le DLC 3 a pris toute ma visibilité, c'est qu'ils vont rajouter le personnage de Rayman dans le jeu, et ça j'ai trouvé ça génial. Ça c'est cool ça. Ouais, c'est trop cool. Et tu vois, donc c'est vrai que de ces 3 DLC finalement j'ai retenu que le dernier qui arrive en toute fin d'année, c'est Rayman qui va arriver, et ça franchement je trouve ça super sympa. Et puis ça serait bien de revoir du Rayman quoi, parce que bon, c'est quand même une super licence, mais depuis le Rayman Legend, il n'y a plus rien et c'est dommage. Moi, je me rappelle surtout de Rayman Origins qui m'avait marqué. Je me dis, un jeu de cette qualité, c'était fou. C'était très très bien. Ouais, et puis bon moteur graphique, il l'utilise pour Soldats Inconnus, et c'est dommage, quoi. Le petit jeu 2D comme ça aussi, c'est cool. Et ça, c'est un rendu magnifique. Ils sont très très beaux, ces jeux-là. Ouais, carrément. Vraiment, côté dessin animé, j'aime beaucoup. Alors, on va parler de GTA, quand 50 Cent fait du teasing. Donc c'est sur son compte Instagram que le chanteur a en effet fait un petit peu de teasing, comme je le disais tout à l'heure, autour d'un projet concernant GTA. 50 Cent a en effet partagé le logo de GTA Vice City, dont la ville a été donc confirmée dans GTA 6, en l'occurrence, avec un message évocateur qui pourrait cacher quelque chose d'énorme sur le jeu. Ou pourquoi pas un produit dérivé. En gros, il a publié « J'expliquerai ça plus tard, GLG Greenlight Gang, cette merde est encore plus énorme que Power, faites-moi confiance, boum ». Bon, après, c'est 50 Cent qui écrit, donc ça doit être un jargon particulier, car j'ai pas tout compris. Alors, il faut savoir, c'est que la série Power, en fait, est une série télévisée qui est très très bien d'ailleurs, je vous la conseille, qui est un peu dans la même veine qu'un GTA, justement, dont il a été producteur, et en plus, il a tenu un petit rôle dedans. Si on suit un petit peu ce qu'il a écrit, il y aurait peut-être donc une série télé
GTA qui pourrait être en développement pour accompagner la sortie du jeu. Sachant que maintenant, la plupart des éditeurs font des œuvres cross-média, bon, il n'y a qu'un pas à franchir pour spéculer à ce niveau-là. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, parce qu'après 50 Cent, bon, on aime ou pas le personnage ou la musique, c'est vrai que moi, en tant que comédien, quand je l'ai vu dans les films, je le trouve pas mauvais en soi. Il a son image de rappeur, mais je pense qu'il peut jouer aussi un petit peu autre chose. Et après, c'est vrai que la série Power était assez intéressante. En fait, la série Power, c'est l'histoire d'un personnage qui tient un club, une boîte de nuit, en fait, et qui travaille dans le milieu de la drogue. Et un jour, il décide de se ranger, en fait, pour faire uniquement des deals légaux, en fait. Il veut rentrer dans la légalité. Sauf que son passé le rattrape, et puis forcément, ça enchaîne pas mal de situations. Et c'était même plutôt original. C'est un petit côté affranchi, mais dans l'autre sens, et plus moderne. Ça donne envie, tu vois. Pourtant, 50 Cent, moi, c'est pas trop mon délire, mais... Comme ça, là, ça donne envie. Je crois que t'as les 6 saisons sur Amazon Prime, je suis pas sûr. Donc, si t'as l'occasion, je te conseille de regarder cette série, c'est vraiment sympa. Et donc là, le fait de savoir que il serait peut-être lié à un projet GTA, moi, franchement, ça m'intéresse. Et en plus, il colle un peu à l'univers GTA. Après, je connais vraiment pas trop. J'ai jamais touché un GTA par... Il colle complètement à l'univers GTA. Les derniers GTA que j'ai fait, c'était ceux de vue du dessus sur PlayStation 1 et j'avais que la démo dans le PlayStation Magazine. Donc, ma culture de GTA s'arrête là. Mais toi qui es un grand fan, du coup, tu ressens comment cette annonce? Ça donne la hype ou... Ouais, ça colle carrément parce que déjà, il y a Dr. Dre qui avait été mis dans une extension dans certaines missions de GTA 5 online. Ah ouais, d'accord. Donc c'était déjà plutôt cool à l'époque. Et il y a une époque également, 50 Cent a sorti un jeu vidéo, donc un GTA-like en fait. Alors ça s'appelait 50 Cent, je sais plus comment ça s'appelait, qui était assez violent et qui était pas aussi bien qu'un GTA, mais il a toujours plus ou moins lorgné vers l'univers du jeu vidéo en fait. Donc là, pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas l'acteur ultime, c'est pas un mauvais acteur, mais c'est quelqu'un qui a une gueule en fait et qui a une certaine stature en fait. Voilà, il va jouer déjà dans le prochain Expendable avec Stallone, donc on pourra déjà en voir un petit peu plus là-dedans. Mais oui, moi je suis emballé parce que oui, je pense que ça tombe sous le sens en fait. 50 Cent et GTA, si c'est contemporain, pourquoi? Tu l'attends beaucoup en plus GTA. Moi, j'y toucherai quand il y aura un feat avec Bernard Minet. Mais à part ça... Je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Ah bon? C'est Bernard Minet dans GTA. Bon, bien que là, j'ai rigolé, il y a un mode qui a été fait par des modeurs un petit peu... qui ont envie de se marrer, en fait. Ils ont fait un mode Pierre Palmade pour GTA 5. Oh non, ça doit être glauque à mort. Ouais, ça va loin. J'ai vu les photos aujourd'hui, je suis bon. Ok, les mecs, d'accord. Là, niveau humour noir, c'est 110%. Le comble du mauvais goût. Ah non, mais franchement, je te jure. Ouais, c'est clair. Incroyable. Donc ainsi se concluent les news. Donc maintenant c'est parti pour ton test de Final Fantasy. Un Final Fantasy de rythme, c'est original. Donc, vas-y, explique-nous. Prononce le nom de ce jeu, vas-y. C'est horrible. Franchement. Alors je ne me risquerai pas de prononcer le nom, parce que déjà, je vois ce soir, certains noms simples, j'ai du mal, je bégaye un peu, donc je vais pas me risquer. Alors en vrai, moi je vais le prononcer d'une façon, ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais j'ai entendu ça une fois sur Internet, j'ai trouvé que c'était facile à dire, donc je vais le redire. Donc c'est Final Fantasy Thearism Final Bar. Donc c'est un jeu de rythme, en effet. Ouais, en effet, ça n'a rien à voir. Mais pas que. Tu vois, un jeu de rythme, mais pas que. C'est comme ça que j'ai appelé un petit peu ma chronique. Donc, mais pas que. Tu as eu, toi, ton Hogwarts Legacy, dont tu nous as beaucoup parlé la semaine dernière, et qui a eu un épisode avec un franc succès, d'ailleurs, on vous remercie. Et moi, j'avais Final Fantasy Thearism Final Bar. Voilà, on avait deux grosses attentes pour ce début d'année. Moi, c'était celui-ci. Donc, c'est un jeu... J'ai failli aussi l'appeler le jeu de l'addiction, parce que j'ai beaucoup de mal à arrêter d'y jouer, à ce jeu-là. Mais il va bien falloir que j'arrête si vous voulez que je vous fasse d'autres tests un jour. Donc, c'est un jeu de rythme sur les musiques de Final Fantasy, jusque-là je vous apprends rien, où on retrace tous les Final Fantasy les plus connus. Donc 46 jeux en tout. Donc il y a les Final Fantasy, mais aussi des spin-offs, et on verra qu'ils ont rajouté d'autres licences, donc ce qui est plutôt original. C'est le troisième volume, donc c'est pas le premier qu'on a de ce style. Les autres étaient sur 3DS, et c'était pour moi parmi les meilleurs jeux de la 3DS. Je savais même pas que ça existait. Et franchement, c'est ultra quali. Sur 3DS, c'était vraiment génial. C'est pour ça que j'avais un gros niveau d'attente pour celui-ci. Et donc le principe, comme je l'ai dit, on reprend les plus belles musiques de Final Fantasy. Jusque-là, pas compliqué. 385 musiques.
dans le jeu de base, donc il y a de quoi faire. 100 personnages jouables, donc on verra que en plus de faire du rythme, on se constitue une petite équipe qui nous accompagne lors des musiques, et c'est un jeu de rythme, donc pendant que la musique se déroule, il y a un défilement, il y a des petits ronds en fait qui défilent de gauche à droite, et ils arrivent jusqu'à un déclencheur, et on doit appuyer sur une touche pour valider le déclencheur. Donc tu as des ronds rouges, D'accord. Là c'est les plus simples, dès qu'ils arrivent au niveau, tu cliques, tu le valides. Quand c'est un rond vert, il faut rester appuyé, et aussi tu as les ronds jaunes où il faut appliquer une direction. Donc tu as ces trois éléments déclencheurs-là à faire durant la chanson. Et ils s'enchaînent avec plus ou moins de vitesse et de rythme. Pareil pour les directions, des fois c'est haut-bas, des fois c'est 2 directions, donc il faut utiliser 2 sticks. Des fois sur la même ligne, tu as plusieurs ronds rouges, donc il faut appuyer sur plusieurs touches en même temps. Et on favoriserait plutôt les gâchettes et les sticks, plutôt que d'utiliser croix, carré, triangle et rond. Ouais, donc il faut vraiment plus connaître sa manette et savoir la manipuler, quoi. Oui, bien que, comme je te dis, tu peux appuyer sur n'importe quelle touche. Donc, tu vois, ça te dit pas de faire croix à un endroit. C'est un rond rouge et tu appuies sur la touche que tu as envie. Soit les gâchettes, soit croix, carré, triangle, X ou Y, selon votre manette. Et donc, à chaque échec, si on rate un déclencheur, on a une petite barre de vie qui correspond à la barre de vie de notre équipe et qui descend au fur et à mesure. Et si la barre de vie est vide, on finit pas la musique et on a échoué. Tu vois, jusque-là, D'accord, ok. Principe vraiment, vraiment très simple. Et donc, on a ces petits défilements de ronds et on va appuyer, tu vois, les éléments déclencheurs au bon moment. Et en arrière-plan, on a notre petite équipe, du coup, constituée de 4 personnages qui tapent des monstres de Final Fantasy à la chaîne, en fait. Tu vois, pendant qu'on fait la musique, il y a ces personnages-là qui évoluent de façon automatique en arrière-plan. D'accord. Et quand on a fini la chanson, on a une note, donc ça tu sais, moi j'aime bien, c'est le scoring, Ça, qui va kiffes, de F à triple S, donc un peu comme dans Devil May Cry 5, où on a une note à la fin, et tu as 4 niveaux de difficulté, donc le niveau facile, le niveau expert, ultime, et au-dessus de ultime, il y en a un, mais il me fait tellement peur que j'y vais pas trop. Là, je suis entre expert et ultime, tu vois, ce qui est déjà assez corsé. Ah ouais, quand même, Ouais, c'est que tu dois envoyer, Ouais, quoi. c'est vénère. Et donc dans ton menu, tu vas avoir tous les épisodes de la série, tu sélectionnes ton épisode Final Fantasy, donc tu fais Final Fantasy 1, tu cliques dessus, et après tu enchaînes les chansons, les musiques sur le thème de ce Final Fantasy 1. Et tu as ça pour tous les épisodes canoniques, tu as Final Fantasy Chocobo Donjon, tu vois, tu as tout plein de spin-off aussi. Le lore est bien exploité. Ouais, vraiment, vraiment. Et pourquoi je disais que c'était pas qu'un seul jeu de rythme ? C'est que ça, c'est finalement le matériau de base. On sait qu'on est sur un jeu de rythme qui va reprendre les chansons de Final Fantasy. Donc rien qu'en soi, si tu veux, ça c'est déjà un gros argument de poids. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné et rendu addict, c'est qu'en plus, je disais qu'il y avait des combats en arrière-plan qui se déroulaient. Et en fait, c'est aussi un jeu de combat et un jeu de stratégie à l'intérieur de ce jeu de rythme. Et c'est ça, si tu veux, qui m'a vraiment scotché. Convaincu. Ouais, et je vais expliquer pourquoi. Donc, comme je disais, pour venir à bout des chansons, on va se créer, on va bien appuyer sur le déclencheur, mais c'est pas tout. On va aussi se constituer une équipe qui ont des rôles différents. Donc, tu as des attaquants, des mages, des soutiens, des soigneurs, des défenseurs, et c'est un peu en fonction des personnages du lore. Tu as Lightning de Final Fantasy XIII qui est une attaquante, tu as Terra de Final Fantasy VI qui est une mage. T'as Tifa de FF7 qui est une combattante, enfin tu vois un peu l'idée. Ils ont des jobs en fonction de leur personnage dans les jeux, et ça a un intérêt, parce que plus tu joues en mode de difficulté élevé, plus quand tu rates, ta barre de vie elle descend. Donc d'avoir des soigneurs, tu vois, ils vont soigner ton personnage, ou ils vont te mettre de la défense, barrière pour éviter de recevoir des attaques magiques. Enfin tu vois, il y a une incidence avec ce qui se passe avec le jeu de rythme, et c'est assez fou. Et comment c'est possible ? En fait, à chaque chanson, quand elle se termine, tes personnages, ils récupèrent de l'expérience. Et quand ils récupèrent de l'expérience, ils gagnent aussi des compétences. Donc, ils gagnent le sort foudre, ils gagnent le sort soin, ils gagnent, tu vois, différents sorts. Et au-delà de réussir à aller jusqu'au bout de la chanson, pour chaque chanson, tu as des quêtes qui vont te demander, par exemple, de faire 10 000 dégâts, ou de tuer tel boss,
ou d'arriver à la fin de la chanson sans perte de vie ou avec 100% de ta vie. Et en fait, pour réussir, si tu veux, ces quêtes, tu vas devoir finalement très bien réfléchir à l'équipe que tu vas constituer, avoir un soigneur, avoir un défenseur, avoir un attaquant. Pour telle chanson où les monstres, c'est plutôt des monstres de type physique, tu vas mettre des mages. Quand les monstres, ils ont une faiblesse de foudre, tu vas mettre Lightning qui fait des attaques de foudre. Enfin, tu vois, tu dois vraiment constituer ton équipe pour justement réussir ta chanson quand tu es dans un niveau élevé, mais aussi tuer les monstres, aller jusqu'au boss, réussir les quêtes, et ça rajoute une dimension stratégique à ce jeu de rythme que je crois inédit. Parce que des jeux de rythme, on en a, mais qui arrivent à faire cet amalgame de stratégie, jeu de combat, constitution d'équipe et jeu de rythme. Pour moi, j'ai pas d'autre exemple. C'est vrai que dit comme ça, moi j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça. Bon, après je suis pas un spécialiste du jeu de rythme, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça en tout cas. Et tu dois être un peu étonné quand je te dis qu'ils ont rajouté une vraie dimension combat, stratégie, un jeu de rythme. Perso, on s'y attend pas vraiment. Quand tu dis je vais lancer un jeu de rythme, tu t'attends pas à devoir constituer ton équipe. Et c'est clairement, non, c'est clair. C'est facultatif, hein, mais t'es pas obligé de le faire. Juste quand tu veux jouer à des difficultés très élevées, t'as besoin d'un soigneur quand même pour aller au bout. Mais sans ça, un joueur lambda qui s'intéresse qu'au rythme, il peut complètement, s'il le souhaite, passer à côté de cette dimension-là. Et pour plutôt ceux que ça intéresse et qui sont plus hardcore gamers et qui veulent aller au bout du truc, ils ont rajouté ce concept qui est vraiment très 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 intéressant. Ouais. Et donc voilà, tout l'enjeu du combat, comme je disais, c'est réussir à faire une équipe homogène, une équipe équilibrée, où il y a de la défense, où il y a du soin, etc. Et ça, je te dis, franchement, c'était très sympa. Les plus et les moins. Alors, juste avant les plus et les moins, il y a quand même quelque chose qui est à dire, Kira. Tu vas voir le soin qu'ils ont apporté au jeu. Donc, ce qui gravite autour de tout ça. On a le jeu de rythme, on a le jeu de combat, je l'ai dit. Mais ils ont rajouté aussi un mode musée, donc où tu peux retrouver... tu collectionnes des cartes des personnages, un peu des cartes Panini. D'accord, ouais, directement sur ton interface. Ouais, en fait. voilà, exactement. Quand tu gagnes des chansons, tu gagnes en même temps, tu collectes des cartes et tout, ça te remplit un album, donc ça, c'est sympa. Aussi, ouais, je ne l'ai pas dit, tu as des invocations. Donc, on retrouve les principales invocations du jeu, donc Ifrit, Léviathan, Shiva, Bahamut, qui vont en plus avoir des compétences. Et ils ont rajouté un peu un système de gacha. C'est-à-dire que tes invocations, elles ont des caractéristiques aléatoires différentes. Donc, quand tu peux avoir 20 Bahamut, certains vont te rajouter de l'XP, d'autres du boost de magie, du boost de soins. Donc, ils ont rajouté, tu vois, cette dimension gacha aussi qui est rigolote. D'accord. Ils ont mis un mode multijoueur en local, en coop. C'est assez rare pour être souligné quand même. Ça, on aime bien, tu vois, quand il y a un jeu de rythme en coop, en fait, ça doit être assez particulier. Ouais, il faudra que tu viennes tester à la maison, tu vois, c'est très très rigolo. Il y a de l'affrontement en ligne, mais à distance. Donc là, c'est pas en local, mais on affronte des joueurs adverses sur la même chanson. Et si on est meilleur que lui, on lui balance des malus, comme des chocobos qui vont recouvrir l'écran, enfin ce genre de petits délires. Mais pareil, ils ont pensé au multi coop, mais au multi aussi d'affrontement, qui est facultatif. Tout ça, ça montre la richesse du jeu. Et donc j'en viens au plus et au moins. Et j'aurais terminé. Donc les plus, évidemment, les musiques de Final Fantasy. Il y a des très très grands noms derrière ces musiques, dont Nobuo Uematsu. Et je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écoute une de ces musiques. Donc elles sont absolument superbes. Puis ça reste en tête, quoi. Ah ouais, ça reste en tête. Et puis quand t'as le côté nostalgique, moi, si tu veux, quand je relance les musiques de Final Fantasy VIII, ça me fait toujours un truc. Et ça, c'est la nostalgie. Le plus, t'as vu ce système de jeu de rythme qui est simple sur le papier, mais qui est diablement efficace et addictif, parce que plus tu progresses, plus tu as envie de monter les niveaux de difficulté et tu te retrouves à vraiment avoir un challenge assez corsé. Autre plus, Le contenu astronomique. Tu as vu le nombre de chansons, 300, plus de 300, quasiment 400. Il y a du challenge, il y a du contenu. Enfin bref, il y a du multijoueur. Enfin, toute cette panoplie de contenu qui est très, très, très impressionnante. Et la difficulté est extrêmement bien dosée. C'est vrai que le jeu, je le joue plutôt en hardcore, en essayant de réussir toutes les quêtes, faisant des combinaisons de personnages, mais tu peux aussi faire le jeu tout simplement, jeu de rythme basique, où tu t'amuses et fin de l'histoire. Donc très très bien dosé. D'accord. Grosse variété, franchement on s'ennuie jamais. Oui, puis je suppose qu'aussi il y a bien tu sens bien la progression au fur et à mesure que tu avances, avec des nouvelles notes, je suppose, des nouveaux rythmes et des nouvelles touches qui vont apparaître au fur et à mesure. Exactement, des nouvelles combinaisons de touches, donc tu n'es jamais dans une zone de confort avec ce jeu, et ça c'est ce qui rend addict, c'est ce qui te donne envie de relancer toujours une petite chanson. D'accord. Mais il y a des moins, Kira,
comme souvent dans les jeux, il y a des moins, et j'en ai trouvé quand même. La localisation, par exemple, est toute pourrie, donc c'est pas très bien traduit. Ce que disent les personnages, tu vois, il y a des petites bulles quand ils parlent et tout, c'est pas ouf. Donc là, j'étais assez déçu. Je trouve que c'est pas très très bien traduit. Aussi, donc je l'ai pas dit, mais c'est un design un petit peu cartoon. Tu vois, c'est des personnages chibi, un peu mignons et tout. Mais je trouve qu'ils ont ok, ouais, grande tête. Ouais, ils ont apporté aucun soin au décor. Donc tu vois, tu as ton défilement que tu dois appuyer en rythme, tu as tes personnages qui sont plutôt jolis, mais ce qui se passe vraiment encore en arrière-plan, les décors, ils sont pas très beaux, ils sont pas très adaptés non plus toujours aux différents thèmes, et ça a été ma déception. J'ai fait par exemple Final Fantasy VIII, tu vois, où tu es à Balamb dans l'université, donc je m'attendais à avoir un décor là-dessus, et au final j'étais dans un château fort, et si tu veux, c'était pas, en termes d'immersion, c'était pas ouf ça. Ouais, c'est clair, c'est pas ouf quoi. Et pour le dernier point négatif, c'est un petit coup de gueule. C'est le modèle économique, parce qu'ils ont sorti du contenu encore une fois à foison. Le jeu est très complet de base, donc ça je retire pas ça. Mais quand il y a un jeu qui sort Day One avec des DLC, ça m'embête. Ouais. Les DLC Day One, ça j'aime pas. Encore qu'on sorte des DLC pour faire vivre un jeu sur la durée, mais quand tu sors des DLC alors que ton jeu, il sort, les DLC sortent en même temps que les jeux, ça j'apprécie pas parce que je me dis que tout a été fait. Ouais, c'est vraiment qu'ils ont amputé. Là, c'est faire rentrer du cash pour faire du cash et en plus j'ai payé donc ça m'énerve. Mais par contre, le contenu il est ouf. Donc tu as des chansons de Nier Automata dont je parlais, tu sais, la semaine dernière sur l'animé. La semaine dernière. Chrono Trigger, Romancing Saga, Live Alive. En fait, ils ont pris toutes les licences populaires de Square Enix et ils ont rajouté des DLC là-dessus. Donc c'est un super move, c'est absolument génial. Mais en DLC le jour de la sortie, ça c'est pas cool. Tu vois, moi je trouve pas ça commercialement, j'ai pas kiffé. Si tu veux, pour moi, ça c'est du contenu qui a été fait en même temps que le développement du jeu. Il doit sortir en même temps que le jeu. Ouais, c'est clair. Tu parlais de gacha tout à l'heure. Est-ce que justement les DLC en font partie ? C'est-à-dire tu achètes des decks de cartes ou comment ça se passe en fait ? Est-ce que c'est pour comment dire les gachas, c'est uniquement par rapport à ton scoring ou est-ce que tu y a aussi une partie pay to win ? Non, il y a pas de partie pay to win. Tu paieras juste pour des chansons et des personnages, donc qui vont, si tu veux, rajouter du contenu, mais tu ne paieras pas pour être plus fort ou pour avoir des meilleures invocations. Je parlais des invocations tout à l'heure que tu as un petit peu en mode aléatoire. Donc non, il n'y a pas ça, heureusement, parce que sinon tu as raison, ça aurait été un autre point sur lequel j'aurais tiqué. Oui, tu aurais pesté, oui, je comprends. Ouais. C'est moins pire, on va dire. Ouais. Et donc en conclusion, déjà sur le futur, ça projette des choses intéressantes, parce que autant j'ai critiqué le modèle économique à la sortie du jeu, que je me dis qu'Ira, là par exemple on va avoir Final Fantasy XVI qui va sortir en juin, je serais content de retrouver en DLC cette fois-ci, je serais prêt à payer des chansons en lien avec les sorties majeures de Square Enix. Ça peut être très intéressant. Carrément des prochains jeux. Et ça va continuer à alimenter le jeu, et ça c'est quelque chose que je recherche. Et donc je le disais en conclusion, ça c'est vraiment le type de jeu où la phrase des gamers où j'en fais une petite dernière avant d'arrêter, et ça avec ce jeu je l'ai sorti 1 million de fois allez, une petite dernière chanson avant d'arrêter, parce que les niveaux tu sais ils durent 3-4 minutes. Donc ah ouais, donc ok, je vois, t'enchaînes. Voilà, tu comprends la malédiction du gamer. Donc une petite dernière avant de la route et j'en fais 10 et je traîne dessus pendant des heures. Donc voilà, c'est sans conteste pour moi le meilleur jeu de rythme que j'ai fait, parce que c'est du Final Fantasy dont je suis absolument fan. Donc c'est le côté fanboy qui parle sans aucun complexe, mais aussi parce que, comme j'ai dit, ils ont rajouté tout un système de combat, de richesse, de contenu, qui font que, écoute, je confirme, j'attendais ce jeu, et c'est un vrai coup de cœur. Je suis très content de ce jeu. J'en suis ravi. D'accord, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Moi, genre, je suis pas trop jeu de rythme de base, mais en tout cas, ce que t'en dis, ça a l'air cool. Ça a l'air cool et ça donne envie. Et t'as vu, riche le contenu, hein. Le multi, tout ça, enfin tout ce qu'ils ont rajouté, c'est fou. Clair. Et malgré ça, il y a des DLC, c'est fou. Ouais, c'est vrai, je te jure. Ah, l'argent, qu'est-ce que tu veux ? Ils ont peur que les gens s'ennuient. Bon, écoute, ainsi se termine ce superbe test. Tu nous fais peut-être un petit point réseaux sociaux ? Et oui, c'est vrai avant de passer au sujet. On n'en a pas parlé au début pour pas non plus toujours vous bassiner avec nos réseaux sociaux, mais
Mais voilà, on a notre compte Twitter, on a notre compte Facebook. Ce qui nous intéresse, c'est les interactions avec les personnes qui écoutent. Donc on en a de plus en plus et on a beaucoup plus d'écoutes qu'on a d'interactions. Mais déjà, on a des écoutes, on va pas se plaindre. Mais en tout cas, voilà, Kira met plein de choses sur le Facebook. Moi, de mon côté, sur le Twitter. Et quoi qu'il arrive, on partage entre nous les différentes choses que vous nous remontez. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là, on est disponible. On est très heureux d'échanger avec vous. Et merci de votre soutien. Oui, puis moi j'ai eu quelques retours sur le fait que j'ai parlé de FIFA il y a 15 jours maintenant. A priori, c'était pas si nul, donc je suis assez content parce que c'est vrai que les jeux de sport, j'ai pas vraiment l'habitude, donc voilà, c'est sympa. Ouais, t'es sorti de ta zone de confort et franchement, ça je te félicite parce que j'aurais eu du mal à parler de FIFA. On est tous les deux pas des pros des jeux de sport, donc franchement, t'as bien géré. Et puis on a eu des retours aussi sur ton test d'Hogwarts Legacy qui a pas mal plu. Et tu es plus tout seul dans ton crew il faut absolument des modes photos sur les jeux. Donc voilà, oui. Ta chronique a fait écho. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Le retour du mode photo a pas mal aussi choqué les gens. Mais c'est vrai. Maintenant, tout a un mode photo. Il faut un mode photo. Et dans Hogwarts Legacy, je suis prêt à le refaire quand il y aura un mode photo du coup. Tu pourras monter, tu vois, une association pour les modes photo dans les jeux vidéo. Tu ne seras pas seul, mon cher. Dès qu'on sera un peu plus connu, je vais spammer les éditeurs pour leur dire, même les développeurs directement, il faut un mode photo là. C'est un jeu de rythme, mais on s'en fout, il faut un mode photo. Je te jure. Là, du coup, c'est à mon tour. Donc, je vais présenter mon sujet hors sujet, donc qui s'appelle South Park post-Covid, le retour du Covid. C'est la suite des 2 épisodes de la saison 24 de South Park. Donc, saison 24 qui a été très courte. Il y a que 2 épisodes de 46 minutes, car elle est tombée en plein début de la pandémie, en fait. Aïe. Et justement, ils ont décidé de traiter de ces sujets-là. Donc, ils ont été faits essentiellement en télétravail. Et les doublages ont été faits via des iPhones, en fait. Ah ouais? Okay. Donc, c'est assez drôle, voilà, pour le souligner. Les 2 épisodes en question s'appellent Quarantaine et Vaccination, et c'est 2 épisodes spéciaux de 46 minutes, donc au lieu des 23 minutes habituelles, donc c'est comme s'il y avait 4 épisodes en fait. D'accord. Donc c'est toujours réalisé bien sûr par Trey Parker et Matt Stone, les scénarios Trey Parker, Matt Stone également, et ça dure 62 minutes, donc c'est pas très très long au final, et ça fait une petite trilogie en fait sur la pandémie du Covid traitée à la manière de South Park. Donc au niveau du synopsis, en fait, là où il y a une originalité, c'est que le film se passe 40 ans après la pandémie. Cette dernière est enfin au passé, mais à la suite de la mort soudaine de Kenny, ses 3 anciens amis reviennent à South Park et voient ressurgir leur démon en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a fait. Bon, déjà la trilogie, je vais appeler ça une trilogie en fait, m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons que je vais détailler maintenant. Donc tout d'abord, je pense que l'épisode a réussi à avoir capturé en fait l'esprit du moment de la pandémie. D'accord. C'est-à-dire les créateurs de South Park ont réussi à faire des blagues sur des sujets très actuels tels que les vaccins, la gestion de la pandémie, la politique, mais c'est à la fois hilarant en fait, sarcastique beaucoup, et il y a une certaine verve que South Park conserve depuis malgré tant d'années en fait, mais ils ont vraiment on sent que c'est un sujet qui les a pris aux tripes, et ils ont balancé tout ce qu'ils avaient dans ces 3 épisodes en fait. Donc l'épisode a réussi à en mettre donc en évidence certaines des absurdités de la pandémie. Ils ont montré le comportement des gens, parfois prêts à croire n'importe quoi, à acheter n'importe quoi, à faire n'importe quoi pour se protéger contre le virus. Donc vraiment on voit toutes sortes de trucs un petit peu débiles, genre le mec il dit il faut se vacciner, et puis au moment où tout le monde veut se vacciner il dit oh non il faut pas, ou alors il faut mettre absolument le masque devant le nez parce que si vous le mettez sous le menton ça sert à rien, et puis au moment où tout le monde dit il faut mettre le masque sous le nez parce qu'il y a un nouveau variant du Covid, lui il veut pas donc il le met sous le menton. Donc le genre de personnes un peu complotistes qu'on a beaucoup entendu pendant la pandémie sur les réseaux sociaux. Oui, les trucs absurdes. En fait ça a été traité donc de manière satirique bien sûr, mais aussi avec une réflexion très amusante sur le comportement humain, sur toutes les petites crasses que les gens pouvaient se faire entre eux en fait pour pouvoir bénéficier de la vaccination avant tout le monde. J'ai aussi été impressionné par la façon dont l'épisode a abordé la question du coup de la vaccination, des pénuries de vaccins, en fait tout ça c'est traité également, et forcément ils ont grossi le trait dans tous les sens pour faire à la fois quelque chose de logique et d'absurde en même temps en fait. Donc c'est le contraste en fait qui est vraiment sympathique. Et on garde bien l'ADN du coup South Park malgré tout. On a complètement l'ADN South Park. Donc bon, l'ADN South Park a pas mal changé parce qu'entre les premiers épisodes et les derniers, la série a su se renouveler vraiment beaucoup, là où les Simpsons se sont vraiment plantés, je trouve, depuis quelques années. South Park arrive continuellement à renouveler ses propos en fait. D'accord. Et
Après, South Park, déjà de base, quand ils font leurs épisodes, ils traitent toujours de sujets d'actualité. C'est-à-dire, leurs épisodes, ils en sortent 10 par saison, généralement, c'est pas énorme, mais en fait, ils vont suivre les actualités et faire un épisode sur un thème en particulier en même temps, et le sortir dans la foulée, en fait. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont toujours au plus près de ce qui s'est passé. Et là, le fait qu'ils étaient tous en confinement, en fait, ils ont eu plus de temps pour faire ces fameux 3 épisodes, et donc du coup, ils ont vraiment mis la sauce dans tous les sens, quoi. Ils ont mis le paquet. Donc, le retour du Covid, c'est donc pour moi non seulement un excellent épisode de South Park, mais c'est en plus un excellent épisode sur le Covid, toutes séries confondues. Donc, moi, je me suis marré, mais comme un bossu pendant tout l'épisode. Et en plus, ils se sont permis de retranscrire le futur de South Park, en fait, donc vu que ça se passe 40 ans après, avec l'imagerie du film Blade Runner. Donc on se retrouve dans un avenir dystopique, envahi de consumérisme de partout, des panneaux d'affichage de geisha avec des voitures volantes, des parapluies néons. Voilà, il y a des teintes un petit peu sépia, avec les petites musiques aussi par moments qui rappellent aussi beaucoup Blade Runner. Bon, il y a énormément d'allusions à d'autres choses. Donc pareil, les nouvelles tenues des gens qui ont été designées 40 ans après, mais en prenant en compte le Covid, donc ils vont se retrouver avec des espèces de grosses cagoules énormes pour cacher leur visage. Ça parle de voyage dans le temps, parce que le thème de l'épisode, c'est essayer d'empêcher que le Covid ait eu lieu. Donc ils parlent de voyage dans le temps, donc ils ont inventé tout un système alambiqué pour pouvoir retourner dans le passé, et donc là on se retrouve avec un Roland Terminator. Enfin vraiment, ils en ont mis dans tous les sens, et j'ai passé un excellent moment sur ces 3 épisodes que je vous conseille fortement. Donc c'est la saison 24 pour les 2 épisodes, et le film Le Retour du Covid, c'est pas la saison 25, il est vraiment à part en fait, donc il est hors saison. Donc vraiment, faites les 2 épisodes, faites le film hors Covid, et après vous attaquez sur la saison 25, vous allez voir, c'est hilarant. Et alors, tu le sais, hein, là, South Park, c'est un des thèmes sur lequel on n'est pas toujours aligné en termes de goût. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que, pour quelqu'un qui n'est pas, adepte de South Park, ou qui maîtrise moins que toi, ou qui aime peut-être pas comme moi, est-ce que ça reste intéressant? Parce que je me dis, si tu veux, là on est plutôt dans une période post-Covid, et c'est très intéressant de prendre du recul avec ce qu'on a vécu via la satire. Je trouve que c'est vraiment un exercice à faire pour le bien commun de tous. Est-ce que ça peut quand même réussir à me capter, moi qui suis vraiment pas fan, ou au contraire ils sont quand même à fond dans le concept, et j'aimerais certainement pas. C'est pour ça que je voulais aussi en parler, parce que ces 3 épisodes de Covid ont été vraiment assez réfléchi quand même sur pas mal de points, et quand même très différent de pas mal de choses dans South Park en fait. Donc même si le premier épisode on refait en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la saison 23 se termine sur Randy qui est avec Mickey en Chine. Voilà, ça se termine comme ça. Okay. Et la saison 24 commence, il y a le Covid. Donc, ils font tout un parallèle sur, enfin même pas un parallèle, un lien sur comment le Covid est arrivé aux États-Unis. Et donc du coup, il y a un lien entre Mickey et Randy. Voilà, c'est à cause d'eux. Donc la manière dont c'est arrivé, il y a du 100% South Park. Bon, je vais un peu spoiler, mais par exemple, en gros, Randy s'est fait un pangolin juste avant une chauve-souris. Donc du coup, ça a créé un mélange d'ADN, et c'est ce qui fait que c'est écœurant. Mais du coup, la manière dont c'est tourné, c'est très très drôle. Donc ça, on reconnaît vraiment le South Park graveleux. Sauf qu'à partir de là, en fait, ils partent totalement dans autre chose en fait. Comme s'ils avaient envie de se dire, bon les gars, ça c'est ce que vous kiffez de South Park, donc à partir de maintenant on va faire quelque chose de différent en fait. Et je trouve que c'est très très réussi, parce qu'encore une fois, ils ont suffisamment pris de recul sur la pandémie. Ils ont vraiment ressorti tout ce qu'il y avait de plus absurde qui s'est passé en temps de pandémie en fait, pour le sortir. Et ce 3e film, c'est vraiment le point culminant. C'est 40 ans après, on est toujours emmerdé avec le Covid, on a appris à vivre avec, donc on vit dans une société maintenant où les gens sont masqués, où les gens ont peur ou quoi que ce soit, où ils ont fait des murs d'isolement autour des villes malades et tout. Et c'est drôle parce qu'on se dit, c'est drôle et terrifiant parce qu'on se dit que ça pourrait arriver en fait. Quand on voit qu'en Chine, ils vont jusqu'à souder les portes d'entrée des gens pour pas qu'ils sortent de chez eux, on se dit que c'est possible en fait. Donc je pense que oui, tu peux y trouver ton compte. On peut trouver ça où du coup? Ça se regarde où? Alors c'est sur Paramount+. Moi ce que j'ai fait, c'est que là clairement j'ai résilié mon abonnement Netflix parce que j'en ai un petit peu marre, et j'ai pris Apple TV et Paramount+ en fait pour le même prix. Et j'ai beaucoup de choses à regarder déjà sur Apple TV que tu m'as conseillé, qui est très très bien. Et Paramount+, c'est assez similaire de Apple TV. On va retrouver énormément de choses en termes de qualité. Il y a toutes les séries Star Trek déjà. Il y a aussi la série Tulsa-King avec Sylvester Stallone, donc j'étais obligé de prendre cet abonnement pour regarder au moins cette série-là, tu vois. Et quand j'ai vu qu'ils avaient les dernières saisons de South Park que j'avais jamais vues, je me suis jeté dessus. Et à côté de ça, il y a encore d'autres films South Park qu'ils ont sortis en exclusivité sur la plateforme. Donc
Vous avez 7 jours gratuits, essayez, c'est au moins pour regarder ces 3 épisodes-là, mais si vous êtes sensible à la satire, à l'humour noir et à l'absurde, je pense que ça peut vous plaire. Excellente reco, franchement, bravo. T'as réussi à me donner envie de regarder South Park et ça, c'était pas gagné. C'est vrai que c'est pas gagné parce que je sais qu'à chaque fois que je regarde South Park, je te vois toujours tirer une tronche de 3 pieds de long. Et en plus, quand je joue à South Park, voilà, bon, c'est vrai que j'ai toujours été fan depuis toujours. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment une différence entre les 8 premières saisons de South Park, qui étaient très pipi caca prout prout, et à partir de la saison 9, on sent que la série a pris une autre envergure et ils sont mis à critiquer l'Amérique d'une certaine manière. Sauf qu'avec l'arrivée de Donald Trump, même ce qui se passe en ce moment avec Biden ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que ce qu'ils ont critiqué à l'époque, c'est un peu ce qui se passe maintenant en fait. Donc c'est un peu flippant en se disant que l'absurde de l'époque est un peu ce qu'on vit actuellement avec les réseaux sociaux déjà. Et là, de voir à quel point ils ont poussé les choses encore plus loin. D'un côté, on se dit si ça arrive, on est vraiment mal, mais ça reste toujours très fin et très drôle quoi. Et surtout, maintenant, t'as un vrai fil rouge entre les saisons aussi. Avant, chaque épisode était indépendant. Maintenant, il y a un vrai fil rouge et des fois, il y a une histoire qui dure sur 10 épisodes. Ok. Donc c'est pareil, ils ont rechangé vraiment leur système de narration et tout. Donc ouais, c'est bon, on note, parfait. Merci beaucoup, chronique très intéressante. Voilà, ainsi se conclut notre épisode. Donc c'était très cool, on a appris plein de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin ? Je peux faire un petit peu de teasing. Moi, la semaine prochaine, mon sujet hors sujet qui ira, et il va te plaire ce sujet-là. Je l'ai presque préparé pour toi. D'accord. Ça va être le manga Elden Ring. Ouh. Qui est sorti il y a très peu de temps. Et je sais même pas si tu savais qu'il y avait un manga, je voulais te prendre un peu par surprise. Et donc le manga vient tout juste sortir et je vais en faire la chronique du premier épisode. Ah bah non, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un manga. En fait, je connaissais les comics Dark Souls et Bloodborne, que j'ai lu, mais je savais pas qu'il y avait un manga de Elden Ring, tu vois. Et chronique la semaine prochaine. Ouais. Et toi, ton jeu, du coup, est-ce que tu fais un petit peu de teasing ? Alors oui, en fait, ça va dépendre, parce que je vais avoir une semaine très chargée. Si je l'ai terminé, je vais parler de la Russie et de dystopie. Et si c'est pas terminé, je vais me rabattre sur d'autres tests que j'ai déjà écrits que j'ai pas eu le temps de parler. Donc on va voir. Mais j'espère avoir terminé ce jeu-là parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup pour le moment en fait. De toute façon, on l'aura en critique, en chronique, je pense. Il sera là en chronique. J'ai une marge encore avant la sortie de Resident Evil, donc je pourrais auquel cas le décaler à dans 15 jours. Mais en tout cas, voilà, c'est pour l'instant, c'est mon objectif, c'est de le terminer avant la fin. C'est vrai qu'on enregistre et on joue quand on peut. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de tenir un agenda, mais en tout cas, on a notre épisode chaque semaine et ça, c'est bien, Kira, quand même. Exactement. Écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, course, conduite en voiture ou cuisine, pour ceux qui cuisinent, parce que pareil, des personnes cuisinent en nous écoutant. Ça a l'air très bon, d'ailleurs, félicitations. et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.